Von RegioSwiss, herzlich willkommen zur Plattform Kreislaufwirtschaft und Regionalentwicklung, der zweiten im aktuellen Jahr. Mein Name ist Mirko Niedlisbach und ich werde Sie heute durch das spannende Programm führen. Au nom de RegioSwiss, bienvenue sur la plateforme Économie circulaire et développement régional, la deuxième de cette année. Je m'appelle Mirko Niedlisbach et je vais vous guider tout au long de ce Programm passionnant. Nun, die zentrale Frage, die wir uns ja in diesem Jahr widmen, ist, welche Kompetenzen und Methoden braucht es eigentlich, um Kreislaufwirtschaft aus der Perspektive der Regionalentwicklung wirksam umzusetzen? La question centrale à laquelle nous nous intéressions cette année est la suivante. Quelles sont les compétences et les méthodes nécessaires pour mettre en œuvre de manière efficace l'économie circulaire dans une perspective de développement régional? Wir zeichnen das Webinar auf. Sprachlich werden wir es so halten, dass jede Person in der Muttersprache sprechen kann. Ich glaube, Deutsch und Französisch verstehen hier die allermeisten eigentlich recht gut. Beiträge auf Französisch sind selbstverständlich ebenfalls willkommen. Ich selbst verstehe allerdings nicht so gut Italienisch, deshalb würden wir in diesem Fall gerne auf die Unterstützung aus dem Publikum zurückgreifen. Vielleicht kann uns auch Marcello Martinoni, der später zum Thema Stakeholder Engagement sprechen wird, bei kurzen Übersetzungen helfen oder einfach eine andere Person, die sich wohlfühlt damit. Eben wichtig ist, die Sprache soll keine Hürde sein, bringen Sie es so ein, wie es für Sie passt. Ich möchte kurz an das letzte Webinar erinnern. Dies ist die damalige Folie. Wir gehen jetzt da nicht Punkt für Punkt durch, sondern soll eigentlich als gedankliche Starthilfe dienen. Wir hatten uns damals gefragt, welche Kompetenzen bringen wir als Regionalentwicklerinnen und Regionalentwickler eigentlich bereits mit? Und vor allem, welche fehlen uns vielleicht, wenn wir Kreislaufwirtschaftsprojekte begleiten oder umsetzen wollen? In Grün haben wir gesehen, welche Kompetenzen sowohl in der Regionalentwicklung als auch in der Kreislaufwirtschaft relevant sind. Und da wurde eigentlich relativ schnell deutlich, wir bringen eigentlich ein sehr starkes Fundament mit. Wir können Netzwerke aufbauen, wir können Projekte steuern, Strategien entwickeln und auch Stakeholder zusammenbringen. Eigentlich alles Kompetenzen, die zentral sind, die auch zentral sind für erfolgreiche Kreislaufwirtschaftsprojekte. Gleichzeitig haben wir auch festgehalten, dass wir nicht alles selbst können müssen. Es geht vielmehr darum, die relevanten Kompetenzen im Kreislaufwirtschaftsbereich zu kennen und auch ihre Bedeutung zu verstehen und zu wissen, wen wir vielleicht für ein konkretes Projekt aus unserem Netzwerk beiziehen können. Wir stehen also nicht allein da, sondern können wirklich auch auf die Expertise in Verwaltung, Wissenschaft und natürlich der Wirtschaft zurückgreifen. Und auch auf zahlreiche Hilfsmittel, wie zum Beispiel die aktualisierte Praxistoolbox Kreislaufwirtschaft auf regioswiss.ch. Jonas wird euch noch den Link in den Chat stellen. Im letzten Webinar haben wir dann auch mit einer Umfrage erfasst, welche Kompetenzen aus der Sicht der Teilnehmenden einerseits wichtig, aber auch vielleicht gleichzeitig etwas fehlend sind. Und genau auf diesen Ergebnissen basiert das heutige Programm. Wir starten mit einem Input zur Finanzierungs- und Investitionskompetenz. Nicolas Huet und Florence Montelet zeigen uns, wie man Kreislaufwirtschaftsprojekte finanziell gut aufgleist und was für Unterstützungsangebote es gibt. Danach geht es weiter mit dem Stakeholder Engagement. Marcello Martinoni bringt uns da Beispiele aus dem Tessin mit und zeigt auch, welche Ausprägungen das Einbeziehen von Anspruchsgruppen haben kann, wie man die unterschiedlichen Akteure ins Boot holt und irgendwie vor allem auch dort behält. Im Anschluss tauchen wir noch in zwei methodische Themen ein, die Materialflussanalyse und die Lebenszyklusanalyse. Da zeigt uns INTEP, wie diese Methoden helfen, Kreislaufpotenziale einerseits sichtbar zu machen und dann auch Projekte fundierter zu planen. Wir haben dann auch nach jedem Input 10 Minuten Zeit für Fragen an die Referierenden. Ihr dürft da gerne die Hand heben, euch kurz vorstellen und dann eigentlich die Frage direkt stellen.
Alternativ dürft ihr die Fragen auch in den Chat schreiben, dann stelle ich sie dann. Zum Schluss noch einen kurzen Ausblick, was uns im 2026 erwartet. Ja, soviel zur Orientierung. Ich würde sagen, wir legen los. Nicolas und Florence, la scène est à vous. Super, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Voilà. Vous voyez bien mon écran? Super. Oui, très bien. Alors, super. De mon côté, du coup, je vais vous présenter InnoSquare et l'accompagnement que nous apportons afin d'utiliser les outils NPR, notamment dans la région, enfin dans le canton de Fribourg. Donc InnoSquare, c'est une plateforme d'accompagnement qui vise à accompagner des porteurs de projets. On travaille en collaboration avec la Chambre du commerce, la Haute École du canton de Fribourg et également la promotion économique. Et notre rôle à InnoSquare, c'est de pouvoir accompagner tout porteur de projet d'innovation dans le domaine de l'industrie, donc que ce soit sur le domaine de l'agroalimentaire, de l'industrie 4.0 ou du Smart Territory, afin de les aider à monter des projets innovants et, in fine, à développer leur business et du coup indirectement le business du canton, notamment de Fribourg ici. Donc nous, ce que l'on fait, c'est que l'on leur met à disposition des outils que sont des projets collaboratifs. On va voir ce que c'est, des appels à projets et aussi des chèques. Et ce sont ces trois outils qui vont permettre d'utiliser l'argent de la NPR pour soutenir ces innovations dans le domaine de l'industrie et pour aider du coup les partenaires du consortium à se développer. Donc nous, ce que nous faisons, c'est un accompagnement complet. On va les aider justement à définir le périmètre de leur idée de projet. On va les aider également à faire de la recherche de partenariats. Donc, on parlait de compétences tout à l'heure. Donc là, on voit à peu près les compétences que nous utilisons pour les accompagner. Une fois qu'on a trouvé les partenaires et qu'on a le périmètre du projet, on va les aider à monter un dossier de projet. Et ce dossier de projet, c'est celui-là qui va être soumis donc à la commission qui va valider le financement au nom des projets. Et une fois que le financement est accordé, nous les aidons dans toute la phase de gestion de projet, plutôt administrativement ou pour résoudre certains problèmes si problème il y a. Et finalement, quand les projets sont terminés, nous les aidons à valoriser les résultats et à communiquer sur les participants, les innovations développées et les résultats également. En quelques chiffres, InnoSquare a accompagné au total 35 projets collaboratifs durant les 5 dernières années. Nous avons pu lever pour ce faire 4 500 000 francs environ, plus 50 000 francs de chèques pour justement soutenir les innovations. Et comme on parle de projets collaboratifs, on a forcément plusieurs entreprises dans chaque projet et au total, on a réussi à accompagner 158 entreprises au travers de ces projets, dont 123 étaient des entreprises fribourgeoises. J'en ai mis quelques-unes en dessous pour que vous voyez à peu près qui a participé à ces projets. Donc, on voit ici qu'on a vraiment une diversité parce qu'on touche vraiment tous les domaines de l'industrie. Notre but n'étant pas d'être axé sur un domaine spécifique, mais vraiment d'accompagner tous les domaines, sachant que le canton de Fribourg se veut aussi compétent dans plusieurs domaines. Et donc, voilà, nous soutenons en priorité les 3 axes que j'avais mentionnés tout à l'heure. Parmi les 35 projets qu'on a soutenus, 7 projets étaient des projets d'économie circulaire, vu qu'on parle de circularité ici. 6 de ces 7 projets, au final, traitaient surtout de la valorisation des déchets. On voit, j'ai repris le schéma de l'ADEME, que dans l'économie circulaire, on part des matières premières jusqu'à la conception d'un produit, son utilisation et puis sa fin de vie. On va dire que la plupart des projets d'économie circulaire que nous avons traités traitent souvent de la fin de vie, que ce soit dans la réutilisation de matériaux, comme le projet DECAFAG, qui lui visait à démonter une halle pour ensuite récupérer tous les éléments, les classer et ensuite pouvoir les réutiliser dans une autre construction. Ou encore le recyclage avec tous les autres projets qui permet de réutiliser et de valoriser donc des déchets. Et à droite, vous voyez qu'on parle même souvent de bioéconomie circulaire, sachant qu'on essaie de plus en plus d'aller valoriser des déchets naturels.
donc avec le projet Écoliant qui valorisait les cendres de bois, notamment des entreprises de production d'énergie, Fruival qui valorisait des drèches de pommes, Kera des plumes de poulet de l'entreprise Micarna, et le projet de compost qui valorise donc les déchets des agriculteurs du Zéland. Donc, je vais vous présenter rapidement après plus en détail le projet Écoliant et compost, et puis pour vous montrer comment on les a accompagnés concrètement. Pour les outils que nous utilisons, que je vous ai mentionné juste avant, donc on est vraiment sur des outils qui visent à créer de la collaboration, alors notamment entre académie et entreprise. C'est des outils qui permettent de lever des sommes d'argent différentes de la NPR. Le premier, c'est 150 000 francs par projet. Les appels à projets qui sont plus anecdotiques, on en a un par an, ça permet de lever jusqu'à 290 000 francs. Et en contrepartie de cet apport donc du canton, on demande aux entreprises d'amener une certaine part de cash et de prestations propres. Dans le premier outil, les projets collaboratifs standards, donc ce sont ceux que nous lançons le plus, on demande un apport de 20% de cash. Et dans les appels à projets, on essaie de, on va dire, les motiver en apportant, en leur demandant plutôt 10%, donc pour essayer de favoriser les entreprises à monter à bord des projets et à se développer en ce sens. Les chèques, eux, viennent après, c'est-à-dire sont disponibles que pour les entreprises ayant participé à un projet ou à un appel. Et puis, ce sont des enveloppes d'environ 25 000 francs qui nous permettent d'aider les entreprises voulant aller plus loin à développer des prototypes ou des proof of concept. Donc là, pour la compétence, on va dire économique, on est sur des outils qui sont assez complexes, donc il est important d'avoir un acteur comme InnoSquare qui est là pour aider à comprendre les règles d'éligibilité de ce type d'outils et puis à aider les partenaires à pouvoir monter ce type de projet. À titre d'exemple, donc le projet Écoliant, qui est un projet de bioéconomie circulaire ici, visait donc à valoriser des déchets. Donc on parlait ici de valorisation de cendres. C'était les cendres qui étaient produites par les entreprises de production d'énergie qui brûlent du bois et qui récupèrent ces cendres. Ces cendres, malheureusement, sont difficilement valorisables. Notamment les décharges refusent de plus en plus de les prendre, ça a un coût. Donc voilà, les entreprises cherchent à valoriser ce type de déchets. Et ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons monté ce projet qui vise à utiliser ces cendres pour faire des formulations de liants. Donc, dans le domaine de la construction, c'est la matière en fait qui va vous permettre ensuite de faire des préfabriqués. Et puis avec ces formulations de liants, on va dire plus sustainable, on aidait à produire donc des prototypes pour tester que la formulation était bonne. Donc les bénéfices ici, c'est valorisation de ces déchets, une nouvelle chaîne de valeur locale créée parce qu'on essaie de mettre en lien ces entreprises de production d'énergie avec les entreprises de la construction, potentiellement du coup créer des business intéressants, notamment plus écologiques, surtout pour les entreprises du bâtiment qui sont très génératrices de CO2. Et en termes de budget, c'est un projet qui a été financé à hauteur de 150 000 francs et les entreprises ont dû amener, alors tout consortium confondu, 51 000 francs de cash. Voilà, donc on est sur des enveloppes projets d'environ 240 000 francs pour vous donner un ordre d'idée. Dans l'accompagnement, donc comment ça s'est passé concrètement? L'école, donc la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg est venue vers nous avec une idée de projet parce qu'ils travaillaient sur cette thématique de valorisation des cendres pour créer des liants bas carbone. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous les avons aidés à définir un périmètre de projet et ensuite, surtout, nous avons aidé à trouver des partenaires industriels. C'était là le plus grand challenge, qui étaient intéressés par la thématique et qui pouvaient amener leurs compétences pour aider à développer ces solutions. Donc, on les a mis en contact avec toutes les entreprises que vous voyez ici. On a organisé des visites, présenté le projet, jusqu'à trouver des entreprises qui ont confirmé l'intérêt. Et une fois qu'on avait tout ça, on a aidé la Haute École, qui était le porteur de projet, à faire la rédaction de la demande de subvention. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du processus que nous suivons. Pour le projet compost, donc deuxième exemple ici, c'est un projet qui visait à valoriser les déchets des maraîchers donc de la région du Zéland. Donc ces maraîchers-là produisent des fruits et légumes, ils les envoient sur des plateformes de tri et de conditionnement comme TerraViva et ensuite ces produits sont envoyés vers des retailers comme Migros, Coop et autres. Et lors du conditionnement dans ces plateformes de tri, il y a souvent des déchets et ces déchets pour l'instant ne sont pas forcément valorisés à leur juste valeur.
voire même sont réutilisés par les agriculteurs pour être épandus dans les champs à frais, sans processus de compostage ou de maturation, ce qui peut générer la propagation de maladies au niveau des sols, par exemple. Donc le projet ici visait à mieux valoriser ces déchets-là, notamment avec une entreprise de compostage, pour créer un compost et de plus un compost spécifique à la culture maraîchère, donc plus, on va dire, opérationnel qu'un compost standard, et de créer une chaîne de valeur locale qui permette justement économiquement d'avoir une solution viable qui convienne et aux agriculteurs, aux plateformes de tri et à l'entreprise de compostage et même aux transporteurs. Donc l'idée ici, c'était vraiment de créer une nouvelle chaîne de valeur autour de ce nouveau produit. Et en termes de financement, ici, vous voyez qu'on était sur une enveloppe de 140 000 et on a demandé aux entreprises d'amener environ 42 700 francs, donc pour un budget total de projet de 215 000 francs. Voilà, donc pour vous donner une idée. Ici, en termes d'accompagnement, on était plutôt sur un besoin exprimé par des entreprises et non pas un partenaire académique comme avant, soutenu par la région du lac de Morat et également le cluster food et nutrition. Nous avons pris ce besoin, nous avons aidé à définir le périmètre parce que le périmètre à la base était très très large et là nous avons aidé en partie à trouver d'autres partenaires industriels mais également surtout à trouver des partenaires académiques compétents dans le domaine qui puissent se joindre au projet. Puis ensuite nous avons aidé aussi à faire la rédaction de la demande de subvention. Donc, ça vous donne une idée de ce que nous accompagnons en termes de projets circulaires, comment nous les accompagnons et quels sont, on va dire, les leviers d'action au niveau de la NPR du canton de Fribourg. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, alors notamment en français. Et ici, je vous ai mis une dernière slide sur les pros and cons de cet outil, parce qu'il y en a forcément. L'outil, on va dire, NPR du canton de Fribourg, donc qui est les projets collaboratifs essentiellement. Alors, c'est un outil qui est complexe. On est souvent sur des dossiers d'environ 40 pages. On est sur des consortiums d'entreprises et académiques, donc il faut arriver à trouver tout le monde. Et on est aussi sur des projets qui demandent une participation cash. Donc ça, ce sont, on va dire, les principaux freins. Néanmoins, c'est un outil qui a une très bonne conversion. On est sur 100% d'acceptation des projets durant les 5 dernières années. Donc pourquoi cela? Parce qu'on a déjà beaucoup de barrières à l'entrée. Seulement 10% des idées de projet, voire moins, sont concrétisées en projet collaboratif. Il y a un accompagnement tout du long du projet par InnoSquare afin de s'assurer que les demandes de financement soient éligibles et qu'on réponde vraiment de façon très précise aux besoins de la NPR. Et ensuite, un avantage intéressant évidemment pour ce genre de projet, vu qu'on est sur au minimum un consortium de 4 partenaires, c'est la création de partenariats entre des entreprises qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui souvent, après ces projets, continuent, voire même créer des opportunités business par la suite. Voilà pour ma part. Je pense que les questions viendront après d'ailleurs la présentation de Florence. Je vais donner la main directement à Florence, je pense. C'est bien ça, Mirko? Très bien, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais partager mon écran à mon tour. Voilà. Ici. Tac. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Non. Alors, ça marchait juste avant. Mhm. Tac. Non. Le Excel. Oui, là c'est mieux, Oui, je pense. c'est Ok, bien, oui. ça marche. Oui. Voilà, et le mode plein écran. Parfait. Bonjour Très à bien. toutes et à tous. Si vous voyez maintenant, einen schönen guten Tag an alle auf der anderen Seite der Sahne. On reste à Fribourg ici et j'ai le plaisir de vous présenter un dispositif particulier au canton de Fribourg qui s'appelle Fribourg Agri and Food. Qui part d'un constat en fait que dans le canton en fait on a une force assez marquée depuis des décennies au niveau de l'alimentaire et de l'agroalimentaire
Et il y a 3 ans, le canton, spécifiquement en fait trois départements cantonaux, ont souhaité mettre l'accent en fait sur le soutien à l'innovation dans ce domaine-là et ont mis en place un projet spécifique, donc Fribourg Agro & Food, pour le soutien à l'innovation et le soutien à l'émergence aussi de dispositifs et d'initiatives entrepreneuriales en fait dans ces deux secteurs. Donc voilà pour le contexte. Dans cette mission-là, en fait, la raison d'être, c'est vraiment de soutenir encore cette force pour la faire grandir encore. De quelle manière, en fait, en accompagnant les acteurs, donc ce sont vraiment les agriculteurs, mais aussi les transformateurs de toute taille, des PME, des startups jusqu'à des grandes entreprises, en fait, pour faire émerger, en fait, des innovations et des nouveaux produits également dans ces deux secteurs. On a 3 thématiques phares, donc voilà, c'est la raison aussi pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour vous en parler. Le premier, c'est la valorisation de la biomasse dans un canton qui a vraiment une forte production agricole et agroalimentaire. C'est vraiment un grand sujet à différents niveaux. Je vous montrerai quelques exemples. Donc, il s'agit vraiment là d'essayer d'améliorer les chaînes de valeur et de faire en sorte que la biomasse ne termine pas uniquement dans l'alimentation pour le bétail, mais de trouver vraiment des filières, de monter de nouvelles filières également autour de cette valorisation de la biomasse. 2 autres thématiques qui sont au centre en fait des soutiens que nous accordons, l'agriculture et l'industrie 4.0 et puis le consommateur, c'est vraiment de partir de la population fribourgeoise et de les faire en fait participer à des projets et s'investir en fait parce qu'on pense que c'est aussi vraiment la base qui doit aussi être attentive et soutenir dans ces thématiques-là et être sensibilisée. Alors, nous, on a 2 dispositifs de soutien. D'abord, le financement, tout ce qui est financement. On a 2 mécanismes. Un premier qui s'appelle le chèque innovation, qui est vraiment pour récompenser des initiatives à leur stade de départ, en fait, soit pour valider la faisabilité d'une idée par un prototypage technique, mais vraiment de rentrer tout au début de l'initiative et de donner un petit coup de pouce à l'innovation. Donc là, tous les 2 ans, on récompense entre 3 et 5 chèques innovation d'un montant de 15 000 francs. Ensuite, chaque année, nous avons l'appel à projets systémiques. Donc là, ce sont des projets de plus grande ampleur avec donc toujours dans une de ces 3 thématiques dont je vous ai parlé. Autour de la table, on a en général un porteur de projet partenaire industriel du canton de Fribourg. Et puis autour se greffe de la recherche, de la formation avec les HES, avec l'Université de Fribourg, et puis une grande diversité aussi d'entreprises transversales par rapport à la thématique du projet vont pouvoir se greffer en fait d'autres entreprises et partenaires industriels. Là, notre accompagnement, s'il y a un besoin, c'est vraiment la mise en réseau pour former une équipe de projet qui est au minimum de 2 avec un partenaire industriel basé dans le canton de Fribourg, mais autour vraiment ouvert à toute la Suisse en fait. Ça, c'est la première partie, tout ce qui est financement. Je vous montrerai tout à l'heure le cas d'un financement type. Et puis, ce qui fait la particularité de Fribourg Agro & Food, c'est tous les services, en fait. C'est une palette de services pour accompagner les acteurs depuis l'idée, avec des ateliers, des forums d'idéation, jusqu'à la mise sur le marché, avec toutes les compétences que le lancement d'un produit alimentaire nécessite, en fait. Je voudrais vous montrer en fait quelques exemples de projets systémiques ou chèques innovation qui ont été soutenus ou qui sont en cours. Là, c'est au niveau de l'agriculture et industrie 4.0, c'est le développement d'une machine
automatisé pour enlever en fait un adventice qui gêne énormément en agriculture, qui est le rumex, et sans produits phytosanitaires. Donc là, on a, voilà, le porteur de projet a créé tout un système autour avec l'HEIA de Fribourg, la recherche, le futur créateur de la machine en termes d'industrialisation avec la société Sbinden, et puis Grangeneuve qui prête des champs pour les essais agricoles. Deux projets en fait dans le domaine de la variation de la biomasse, là qui touche vraiment l'agriculture directement avec la paille de chanvre. En fait, à l'initiative, c'est un porteur de projet qui a planté beaucoup de champs de chanvre et qui réalise en fait un des coproduits de cette culture. La paille de chanvre est très peu valorisée, donc il développe actuellement une machine pour défibrer le chanvre et permettre en fait la création de produits, la mise sur le marché de produits pour l'industrie, en fait, soit des isolants ou des produits composites. Donc là, on est dans une contribution à l'économie circulaire de la filière agricole, avec donc autour toujours ce système entre des partenaires industriels et académiques autour de la table. Ce sont des projets en général qui durent entre 1 à 2 années, que nous accompagnons en fait dans le sens où on a des contacts, on peut toujours en fait alimenter la thématique si l'on a connaissance en fait d'input qui pourrait être intéressant pour les équipes. Mais sinon, c'est une gestion en fait très très autonome en fait par les équipes de projet. Un autre projet de valorisation de la biomasse qui est très intéressant, c'est la valorisation du perméat de petit lait. On sait que Fribourg est un grand producteur de fromage. Donc, il y a ce perméat de petit lait qui est un résidu finalement, qui est peu utilisé. Ah mince. Pardon. Et donc là, l'innovation, ce serait en fait de transformer ce sous-produit de la production fromagère en énergie, en hydrogène vert et engrais durable. Là, la circularité serait parfaite parce que l'équipe de projet propose en fait de réinvestir directement l'énergie dans la fromagerie en question, enfin dans toutes les fromageries qui seraient intéressés par la mise en place d'un tel dispositif. Tous ces projets sont encore en cours et j'avais indiqué tout à l'heure le QR code. Je remonte juste tout petit peu là et je vous invite pour suivre en fait les futurs appels à projets. Vous avez ici le code QR qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur les différents calendriers. Voilà, je reviens. Le montage financier. Alors, pour les projets systémiques, typiquement, on a en fait un apport d'équipe qui est demandé à hauteur de 30% en fait, des dépenses totales du projet systémique. Ce peut être en fait de différentes manières, des ressources humaines, des équipements, des mises à disposition de matières premières, ou bien du cash, mais pas forcément. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain succès de ce fait-là, c'est-à-dire que l'apport en cash n'est pas obligatoire. Donc, on a chaque année à peu près une vingtaine de soumissions de projets et nous en sélectionnons environ 3 ou 4. Donc, il y a certaine compétition en fait dans ce type de projet. Et puis, 70% sont financés par le projet systémique sous forme de cash en 3 tranches de versement. Je vous parle peut-être très rapidement en fait de la partie service, accompagnement à ces émergences aussi innovantes. On a la chance d'avoir l'Institut agricole de Grangeneuve avec la halle de technologie. Donc là, on accompagne en fait différentes initiatives vraiment de la fourche à la fourchette avec la création de prototypage. Par exemple, ici, dans le cas de cette entreprise fromagère, ou bien dans le cas de
de besoins autour de la validation des études consommateurs. Là, c'est une initiative également pour la valorisation des sous-produits. C'est une entreprise qui crée en fait de la bière à partir des invendus de la boulangerie. Donc là, pourquoi pas faire ça tout seul? C'est parce qu'avec Fribourg Agri-Food, on peut rentrer en matière jusqu'à 50% des coûts que ce genre d'études coûtent en général. Donc ce sont des études souvent coûteuses et puis il y a un soutien financier en fonction du statut de l'entreprise, s'il y a des membres du cluster food et nutrition ou pas, jusqu'à 50%. Donc, c'est l'illustration du deuxième dispositif de soutien que nous avons. Notre impact depuis 2021, c'est environ 1 million de francs suisses qui sont distribués pour 27 projets financés, 41 partenaires impliqués dans les projets, pas seulement à Fribourg, mais vraiment aussi à l'extérieur. J'ai cité la AFEL peut-être déjà tout à l'heure, ou bien la HES Sillon. Fribourg, par sa situation géographique, c'est une porte d'entrée pour la Suisse alémanique vers la Suisse romande et inversement pour la Suisse romande vers la Suisse alémanique. Donc on a vraiment aussi l'ambition d'avoir un réseau qui va au-delà de notre canton. 5 services développés et puis 24 entreprises accompagnées dans 40 mandats différents. Voilà, je terminerai avec cette slide. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps et je crois que voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, Florence et Nicolas. Plaisir. Frédéric Michaud demande si InnoSquare soutient également les communes ou uniquement les PME. Alors, dans le système InnoSquare, on soutient les entreprises. Donc, ça peut être des PME, ça peut être des startups, des grandes entreprises. Les communes peuvent participer, les villes peuvent participer à des projets. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir. On l'a beaucoup moins fréquemment, sachant qu'en général, les innovations que nous développons sont des innovations technologiques pour les entreprises, souvent dans le domaine notamment de la transformation, de la production, mais ça arrive qu'on ait des interprofessions même qui aussi soutiennent certains projets. Donc voilà, on peut avoir ce type de setup. Les clusters, par contre, si je parle de différents types d'administration, eux ne font pas partie en général des projets. C'est plutôt des associations d'entreprises qui nous aident à trouver des partenaires. Mais tout ce qui est commune ou ville, c'est possible. Merci. Merci Il y a beaucoup. d'autres questions? J'ai une question pour Florence. Merci beaucoup pour ta contribution. Les 30% de participation au projet viennent-ils souvent des partenaires du projet? Et si oui, est-ce sous forme d'argent ou plutôt en matériel ou savoir-faire? Oui, merci pour ta question. Alors, les 30% viennent des partenaires du projet, de l'équipe de projet, et ça prend en fait différentes formes. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Le cash, bien sûr, est accepté, mais ça peut être autre chose, comme des ressources humaines, ou la mise à disposition d'un équipement, ou de matières premières pour faire des tests, ou l'utilisation de champs agricoles, par exemple, pour une ferme qui mettrait à disposition. Voilà, donc c'est pas uniquement cash, c'est possible, mais c'est pas requis obligatoirement. Merci. Oui. Et Nicolas, si on regarde un peu plus loin et qu'une entreprise développe son modèle d'affaires ou son produit et a besoin de nouveaux fonds pour passer à l'échelle, comment estimes-tu les chances d'être financé par des investisseurs? Est-ce qu'il y a aussi des possibilités dans le cadre de l'impact investing? Alors, par rapport à la NPR, alors en général, pour ce type d'entreprise,
tout l'argent vient de la NPR, donc la nouvelle politique régionale. On ne fait pas appel à de l'argent d'investisseurs pour développer, on va dire, des startups. C'est-à-dire que nous, ce qu'on soutient, c'est des projets d'innovation, c'est-à-dire des entreprises qui veulent développer des briques technologiques, par exemple, innovantes, avec le soutien d'un partenaire académique. Donc, un petit rappel, c'est qu'en effet, les projets NPR qu'on a à Fribourg, c'est une collaboration entre un partenaire académique qui va amener son savoir et son temps pour aider à développer une solution technologique innovante pour des partenaires industriels. Donc, on est vraiment sur l'académique au service de l'industriel ici. Donc, tout l'argent, en fait, qui va être, on va dire, tout le cash qui vient de la NPR ou qui vient des entreprises va servir à financer ce partenaire académique pour son travail, au final, qu'il va effectuer, on va dire, pour les entreprises et pour développer leurs solutions. Donc, en général, les projets NPR, c'est pas forcément des projets qui vont aider une entreprise à faire un scale-up on va dire, de produits si derrière il n'y a pas un travail académique innovant, sachant qu'on est sur des projets de recherche appliquée. Donc on peut essayer de se dire, voilà, on va travailler sur le processus, on va essayer d'améliorer le processus, on va essayer d'aller plus loin que ce qui se fait actuellement, on va essayer de le rendre plus performant, plus digital, plus... voilà, avec notamment des outils comme l'intelligence artificielle, les digital twins, machine learning, etc. Mais si on est juste sur du scale-up, on va plutôt les orienter vers directement, par exemple, des partenaires qui peuvent faire du scale-up, que ce soit la HESSO avec sa halle de chimie, qui peut les accompagner via des mandats, ou alors vers FreeUp s'il faut qu'ils aillent lever des fonds auprès d'investisseurs. Donc, on fait aussi ce rôle, lorsqu'on a une idée de projet qui nous est soumise, d'orientation pour dire est-ce que votre projet il a des chances d'être éligible NPR, c'est-à-dire est-ce qu'il a un fondement académique, un potentiel de collaboration, etc. Est-ce qu'il est éligible? Et si ce n'est pas forcément le cas parce qu'il n'y a pas assez d'innovation scientifique derrière, on les oriente vers d'autres outils, que ce soit les projets FAV, que ce soit FreeUp, que ce soit les mandats de la HESSO, par exemple. Danke, Nicola, für die Beantwortung. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Thema Stakeholder Engagement. Marcello Martinoni, darf ich dich bitten, deine Folien zu teilen? Ja, gerne. Buongiorno a tutti e a tutte. Je ne vais pas parler italien, tranquille. J'ai compris qu'il n'y a pas de traduction, donc je vais parler plutôt français, mais s'il y a besoin, on peut aussi faire une discussion en partie en allemand. Alors, je vais partager 2 secondes. Voilà. Vous voyez? Oui, très bien, merci. Donc, aujourd'hui, je vais porter quelques exemples de projets de participation, plutôt des bénéficiaires de projets qu'on a menés au Tessin. L'idée de la circulation des idées et des ressources, ce n'est pas simplement des ressources physiques ou financières, mais aussi humaines, dans le sens que tout projet, dans mon expérience, et ça c'est une très brève présentation, je ne vais pas entrer dans le détail, mais se base en fait toujours sur les personnes. Et donc c'est pour cela que je pense que la participation, c'est un élément clé du succès de, en fait, n'importe quel projet, peut-être d'autant plus si on veut affronter une innovation comme c'est le cas dans l'économie circulaire. Vous voyez, j'ai mis le logo de Agenda Local, Agenda 21, pardon. Et ça c'est pour dire, parmi mes expériences ces dernières 25 années, il y a eu aussi tout ce qui est développement durable et promotion de la durabilité, qui à nouveau se lie à la question, au principe de la circularité. L'agenda local 21, l'agenda 21, si quelqu'un parmi vous se rappelle, alors je sais qu'en Suisse romande, elle est restée encore dans quelques communes. Au Tessin, par exemple, elle a disparu, mais en fait, déjà en 2002, les principes de participation, de partage avec les stakeholders étaient présents. Ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter quelque chose de très nouveau.
mais que je vais rappeler quelques éléments clés et puis je vais entrer dans le sujet qui nous, disons, dans quelques exemples pratiques qu'on a pu accompagner au Tessin, avec quelques considérations justement sur l'importance de cette méthode, avec ce qui est représenté des défis, mais aussi des opportunités qui sont liées aux méthodes participatives. Alors, je pense que tout ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes est plutôt répétitif, dans le sens que j'imagine que vous êtes tous certainement déjà, ou en tout cas au moins en partie, sensible au thème de la participation, mais peut-être c'est un peu un rappel qui peut nous permettre aussi après de lire les exemples et d'éventuellement développer une réflexion. Alors, ça c'est la charte des valeurs de Participare. Participare, c'est la l'association fêtière de la participation, une association active au niveau suisse, dont je suis aussi membre du comité. Et ça, c'est la synthèse qu'on a fait. Pourquoi la participation, quelles sont les valeurs que porte la participation. Alors, bref rappel, d'un côté, l'idée de pouvoir agir. Donc, ceux qui sont impliqués dans un processus peuvent influencer ce qui est décidé. Alors, dans mon expérience, c'est presque toujours lié aussi à la population, aux citoyens, ce qui peut être très important aussi dans le développement industriel ou dans le développement d'une économie circulaire. Mais on pourrait imaginer cette même valeur à l'intérieur d'une entreprise, dans un réseau, comme on a vu juste avant avec l'exemple de Fribourg, un réseau entre entreprises. La question de la transparence, donc à quelles conditions je participe, quel est le degré de pouvoir qui m'est donné, est-ce que je donne une idée, elle sera tenue en compte ou pas, ça c'est tous des aspects qui sont très importants. L'inclusion, tous les groupes concernés sont impliqués. Ce n'est pas toujours le cas. Je fais un projet, maintenant je vais sur un domaine de politique sociale, sur l'intégration des personnes d'origine étrangère avec parcours migratoire. Et puis je fais mon processus participatif avec des moyens très classiques en Schweizerdeutsch. Je vais probablement pas les atteindre. Donc ça, c'est une considération qu'il faut toujours se poser. Et à nouveau, alors mon expérience vient pas tellement du domaine de l'industrie, mais par exemple dans le domaine du monde agricole, donc du développement régional au travers de projets d'agriculture. On a quelques expériences. Après, on verra un exemple. Dans ce cas-là, si on veut disons, impliquer les paysans, il faut approcher le projet différemment que si on est en train de discuter avec des assureurs, pour faire un exemple, ou des jeunes en milieu urbain, par exemple. Le dialogue, c'est l'autre valeur. Il faut entretenir le dialogue. Il ne suffit pas d'organiser une soirée publique et dire on a fait de la participation. Il faut développer une culture du dialogue. Donc ça demande souvent du temps et aussi de l'investissement. Dernier point, l'intelligence collective. Quand on essaye d'expliquer à nos clients ou à des institutions publiques qui décident de commencer un processus participatif, souvent on nous dit bon, mais on sait déjà, en fait. De toute façon, on connaît déjà les besoins de la population ou les besoins des entreprises ou des paysans. Et en fait, non, je ne crois pas. Ou disons, oui, bien sûr, on connaît assez bien quels sont les besoins, mais cette dimension de l'intelligence collective, elle est souvent pas assez considérée, c'est-à-dire si j'ai 15 paysans qui se retrouvent ensemble dans une salle à discuter en termes de projets pour résoudre des problèmes qu'ils ont, il y aura des solutions qui pourraient ou qui peuvent surgir
qui ne se ferait pas de la même façon si on allait voir chaque paysan en discutant avec eux. Surtout si on donne une clé de projet, si on a une perspective de trouver des solutions ensemble. Donc, cette dimension de l'intelligence collective, je pense, c'est un des valeurs importantes et qu'on devrait toujours promouvoir quand on essaye de mettre sur pied des processus participatifs. Ça pourrait être le cas aussi, j'ai jamais eu d'expérience, mais peut-être quelqu'un d'entre vous a eu ce type d'expérience. Ça pourrait se passer d'une façon semblable dans le cadre d'une collaboration entre recherche-industrie avec une analyse élargie de ceux qui sont les stakeholders d'une innovation technologique, par exemple. Alors, quelle participation on doit mettre sur pied? Là, à nouveau, l'importance qu'il n'y a pas de règles, ou disons la règle, c'est qu'il n'y a pas de règles, on pourrait dire, pour faire simple. C'est-à-dire que chaque fois, il faut analyser cas par cas. Il y a des situations où il est important de commencer avec un sondage online qui essaye de toucher la plupart des personnes. Dans l'autre cas, il faut aller dans le bistrot du coin et connaître les personnes. Maintenant, là, j'ai pris deux exemples un peu extrêmes, mais il ne faut vraiment pas partir avec une méthodologie définie au préalable. Il faut vraiment analyser cas par cas, c'est-à-dire comprendre le contexte. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Et suivant qui, maintenant, dans notre cas, on est une boîte de conseil, donc en général, on a un client qui nous demande de mettre sur pied une démarche participative, donc bien clarifier où est-ce qu'ils veulent arriver, qui sont les stakeholders. C'est différent de travailler avec les bénéficiaires d'un projet ou bien avec les porteurs de projet ou encore avec les décideurs, donc les politiciens qui peuvent être amenés à prendre des décisions ou des entrepreneurs. Et là, on arrive à définir quand est-ce qu'on va activer le processus, avec qui, avec quelle méthode, et très important aussi, avec quelle intensité. Alors ça, c'est une des nombreuses échelles au niveau de participation et d'influence qu'on peut trouver sur le web, sur plein de manuels qui existent dans tous les domaines, sur comment est-ce qu'on peut mettre sur pied un processus. Le principe important, c'est que en général, les attentes sur la participation de ceux qui participent, pardon pour le jeu de mots, elles sont souvent très élevées. On a demandé mon avis, j'ai donné mon avis, j'espère qu'on puisse le voir concrétisé. Donc, ce serait presque le niveau plus élevé, co-décider. J'ai le pouvoir de co-décision. Alors, en réalité, très souvent, les processus participatifs doivent être plus modestes parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de co-décider tout. Que ça peut être, je veux construire un pont et si je mets sur pied un processus de co-décision avec des enfants, il se peut que ce pont il ne va pas tenir debout. Donc, à un moment donné, il y a un ingénieur, une compétence technique qui va prendre le dessus. Alors là, peut-être on sera dans une dimension de discussion, de recueil d'informations, de points de vue. Mais on peut aussi décider de faire un processus participatif avec une information et sensibilisation très bien faite pour être sûr que les gens ont compris qu'est-ce qui se passe. Alors là, on n'est pratiquement pas dans le processus participatif, mais l'important, c'est d'être clair. La codécision pourrait être l'idée de gestion d'un budget, par exemple, donc d'une vraie codécision. L'important, c'est d'être transparent et clair, éviter les exercices alibi. J'en ai vu malheureusement plusieurs à l'heure. Vous voyez là, ça c'est une autre échelle de participation citoyenne développée par Promotion Santé Suisse, donc un domaine plus de type social. Et on voit que les types de participation, à nouveau, il y a plein d'échelles de ce type.
l'important, c'est de savoir où est-ce qu'on veut arriver et avec quel type d'intensité de participation. Si on ne fait pas cela au début, on risque sérieusement de générer des insatisfactions et puis même de générer des mauvaises relations autour du projet qu'on veut en fait promouvoir. Celle-là, je la saute pour l'instant, mais je crois que c'est assez clair, opportunité et défi. Il y a les deux, il faut faire attention à tout. Encore une chose avant d'entrer dans les exemples de projets, les processus participatifs existent en fait, sont promus et sont utiles dans plein de domaines. Là, vous voyez, alors c'est un thème sur lequel on travaille assez souvent, c'est la promotion de la santé, dans ce cas-là, la Fondation Promotion Santé Suisse, qui a beaucoup travaillé là-dessus, aussi avec des checklists qui permettent de veiller à éviter les problèmes, mais aussi dans la promotion, dans la nouvelle politique régionale, ce type de principe est promu. Alors, quelques cas pratiques. Là, j'ai une liste longue, mais je vais surtout parler de 3 projets et je vais tout de suite vous les présenter. Alors, bilan qualité de vie, un projet qu'on a réalisé avec la Sezioni Enti Locali, donc l'office cantonal qui s'occupe de communes, municipalités. Un bilan qualité de vie participé, et là j'aimerais souligner quelques aspects importants. D'un côté, la difficulté qu'il y a eu à impliquer les entreprises et le secteur privé. Alors, une commune qui produit, qui fait ce type de bilan, il essaye de comprendre comment il peut promouvoir la qualité de vie de sa commune. Ça implique les habitants, mais aussi les entreprises. Bien entendu, une économie solide, les impôts, les postes de travail, ça fait aussi partie de la qualité de vie d'une commune. Alors, ce qui s'est passé dans ce processus, ça a été que la population, donc les citoyens, ont été impliqués dans des workshops participatifs assez bien fréquentés. Mais après là, je vais aussi dire une chose importante. Le monde politique, parce que c'était la commune qui faisait la promotion de ce processus, était très impliqué, voire même très visible. Donc, il y avait aussi une dimension qu'il fallait un peu gérer de mise en... comment est-ce qu'on dit? Pas de manipulation, mais de mise en valeur de ce que voulait montrer la municipalité par rapport à la population. Par contre, l'implication des entreprises privées, du secteur privé, a été très difficile. On n'a pas réussi, en fait, à les impliquer complètement. Je vais de l'avant. Deuxième exemple. J'ai encore 3 minutes, n'est-ce pas? Où c'est passé? Nein, 2 Minuten hast du noch. Nur 2, gut. 2, 3. Ah, 2, 3, gut. Alors, cas pratique agritaire, c'est un projet développé près de Lugano, disons la Valle del Cassarate et la commune de Capriasca, près de Tesserete. Alors là, c'est un processus de développement de l'espace agricole. C'est un instrument de l'Office fédéral de l'agriculture. On a fait une année de discussion. On a créé un forum qui implique les agriculteurs, mais aussi les autres acteurs, disons, du milieu rural. Ça peut être ceux qui font du sport, ceux qui, les forestiers, donc tous les acteurs potentiels. La question, ça s'est très bien passé. Encore hier soir, on a eu une séance. Les gens, ils sont contents. Les agriculteurs, ils trouvent que c'est bien de faire une réflexion qui soit un peu plus ample que simplement leur propre entreprise et leurs propres problèmes. L'Office cantonal de l'agriculture, il trouve qu'il faut aller de l'avant. Tout le monde est d'accord, mais on arrive après la première année d'activité. On dit qu'il faut assurer une continuité du projet pour qu'il y ait vraiment le passage des consultants, donc nous, en tant qu'externes, qu'on puisse passer le témoin à quelqu'un
qui les reprennent. C'était discuté depuis le début. Et on arrive là avec des cubes budgétaires des communes et la discussion, elle s'arrête en disant « Ah, je pense qu'on ne va pas arriver ». Donc ça, c'est la question de la continuité des processus participatifs qu'elle est centrale. Dernier cas pratique, Val Bavona, vous voyez là le désastre, l'alluvion qui a touché la Valle Bavona en 2024, pardon. Ce qu'on a fait là, on a impliqué les propriétaires des maisons de vacances, les propriétaires des terrains et les agriculteurs. Un terrain très difficile parce que plein de défis hydrogéologiques, problèmes de sécurité, mais surtout un milieu, et là j'ai découvert des choses en tant qu'anthropologue, un milieu très difficile au niveau des propriétaires qui veulent pas qu'on touche à leurs terres. Avec tout ce que cela a impliqué. Et là aussi, à nouveau, une question de continuité. Nous, on a fait cette partie de participation, mais maintenant, il y aura des ingénieurs et des architectes du paysage qui vont faire des projets. Ils vont tenir compte de ce que nous, on a récolté, mais nous, on n'a plus de contrôle sur ce processus. Et ça, c'est un autre défi pour ceux qui amènent des processus de participation. Je termine. Vielen Dank. Sehr interessant. Wir haben mit Blick auf die Zeit vielleicht eine kurze Frage. Keine Fragen? Dann würde ich sagen, vielen Dank. Und dann machen wir weiter mit der Materialfluss und der Lebenszyklusanalyse. Martina Alleg und Christian Schmid, bitteschön. Ja, vielen Dank, Mirko, für die Möglichkeit, aus unserer Küche, aus der Intep-Küche etwas vorzustellen. Wir haben die Anfrage bekommen, etwas sehr Methodisches zu erläutern. Darum haben wir uns die Freiheit herausgenommen, das etwas zu garnieren mit verschiedenen Beispielen aus unseren Projekten. Wir, das sind Martina Alleg und ich, Christian Schmid von Intep. Wir sind ein Unternehmen, das sich der nachhaltigen Entwicklung verschrieben hat. Wir forschen und beraten also zur nachhaltigen Entwicklung. Ich beginne zu teilen, dann steigen wir gleich ein. Und beginnen möchte ich tatsächlich mit der Frage nach einem Beispiel, das schon etwas weiter zurückliegt. Vor etwa 5 Jahren haben wir uns die Region im Westen Deutschlands gepackt, und zwar ist das Saarland, Rheinland-Pfalz. Diese Region ist eine altindustrielle Region, stark geprägt von Logistik, Chemie auch und der Transport. Also sind da viele namhafte Unternehmen tätig, Chemie, Automobilindustrie bis Stahl, und dadurch entstehen eben sehr große Material- und Energieflüsse, die zugleich auch ein erhebliches Potenzial für zirkuläre Ansätze bieten. Darum war diese Region sehr spannend und wir haben dann den Auftrag erhalten, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Unser Fokus lag auf Produktion und Logistik, also eben genau dort, wo die Stoffströme besonders relevant sind. Methodisch haben wir eine Wirtschafts- und Nachhaltigkeitskennzahlen ausgewertet und die Region mit anderen Industriestandorten auch verglichen. Sie sehen das da. Ergänzend haben wir KMUs befragt, aber auch verschiedene Exponentinnen, Expertinnen aus der Wirtschaft, um ein realistisches Bild dieser Potenzialen und Herausforderungen zu erhalten. Die Basis, die wir dann erhalten haben, macht deutlich, an welchen Stellen dann auch vertiefende Methoden eben wichtig sind, wie Materialflussanalyse und Ökobilanz, nämlich auch dort, wo eben Transformation sichtbar werden soll. Resultat war, die Region bringt eine starke Ausgangslage mit sich, im Sinne von Hochschulen sind da, Umweltwirtschaft ist sehr stark, es gibt regionale Ressourcen, Wasserstoff und Digitalisierung eröffnen neue Chancen. Gleichzeitig stehen viele KMU vor ziemlich klaren Hürden, wie beispielsweise begrenzte Kapazitäten, wenig Know-how und noch ein bisschen wenig Druck tatsächlich umzusteuern, und es fehlt ein bisschen an Vernetzung der Akteure.
Wir haben dann den Verantwortlichen der Region ein paar Empfehlungen ausgesprochen, was jetzt so die nächsten Schritte gewesen wären oder die nächsten Schritte sind. Und zwar haben wir gesagt, ja, schaut mal ein bisschen genauer hin, wo die Potenziale tatsächlich sind, und zwar auf Ebene der Unternehmen, und der Produkte. Also wo können Wertschöpfungsketten so transformiert werden, dass geschlossene Kreisläufe entstehen, und das genauer hinschauen, das macht eben eine methodische Herangehensweise notwendig. Und da kommt meine Kollegin ins Spiel, die kurz erläutert, wie eben Ökobilanz und Stoffstromanalyse angewendet werden können, eben beispielsweise in einer solchen Region. Und wie dann am Schluss konkrete Hebel identifiziert werden können und auch priorisiert werden kann, was als nächstes angepackt werden soll. Darf ich dir das Wort geben? Sehr gerne, vielen Dank, Christian. Ja, jetzt wird es ein bisschen technischer und quantitativer. Es geht ums genauer Hinschauen mittels verschiedener Methoden. Eine davon ist die Ökobilanz, die es wirklich erlaubt, Umweltpotenziale auch quantitativ aufzuzeigen. Ich habe hier eine Folie noch hinzugefügt, eine methodische Folie zu den wichtigsten Merkmalen der Ökobilanz. Wenn es Wiederholung ist für Sie, dann entschuldige ich mich dafür, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass alle ein kurzes Bild haben, was eine Ökobilanz kann. Sie kann nämlich Umweltbelastung quantifizieren in Zahlen, und sie schaut den ganzen Lebenszyklus eines Produkts oder auch einer Dienstleistung an. Also quasi dieser Ausdruck von der Wiege bis zur Ware. Man beginnt mit dem Rohstoffabbau, der nötig ist für die Produkte, schaut die Herstellungen an, die Nutzung und auch das Lebensende dann eines Produktes. Wir können mit der Ökobilanz auch verschiedene Auswirkungen auf die Umwelt abbilden, zum Beispiel Klimawirkung, Wirkungen auf Biodiversität, Nährstoffbelastungen, aber wir können die verschiedenen Indikatoren auch zu einem gesamtaggregierenden Indikator zusammenfassen, einer Gesamtumweltbelastung. Wir können erkennen, was die relevanten Umweltbelastungen sind. Also zum Beispiel, ist es der Wasserverbrauch, ist es der Energieverbrauch, sind es mehr die Nährstoffemissionen? Und wir können so verschiedene Produkte oder eben auch Verwertungsströme vergleichen. Und das ist das, was dann interessant ist bezüglich Kreislaufwirtschaft, auch auf Regionalebene. Wir können mit einer Ökobilanz anschauen, welche Verwertungs- oder Valorisierungswege für einen bestimmten Strom wie viel Umweltbelastung einsparen kann. Genau. Dann vielleicht kurz kannst du auf die nächste Folie, Christian. Grundlage, dass wir dies machen können, sind Stoffstromanalysen. Wir müssen wissen, welche Wertstoffe, welche Stoffströme fallen wo an und wodurch gehen sie. Ich habe hier ein Beispiel gemacht, einer regionalen Stoffstromanalyse, wie das dann so ablaufen würde. Molke aus der Käseproduktion. Molke haben wir auch schon angesprochen heute. Es gibt gerade in der Schweiz viele Regionen mit auch vielen kleinen, mittleren, großen Käsereien. Da fällt Molke an als Nebenprodukt der Käseherstellung. Wenn man jetzt die Grundlage für eine Ökobilanz schaffen will, dann würde man zuerst schauen, ja, wie viel Molke fällt dann da an und wo? Wie wird die aktuell genutzt? Wird die verfüttert? Gibt es überhaupt eine Nutzung? Muss sie entsorgt werden? Und so kann man diese Nutzungspotenziale identifizieren. Das kann sein, dass man sie in der Lebensmittelindustrie verwertet, zum Beispiel Molkepulver macht, Molkekonzentrate für Getränke, Proteinprodukte. Es kann auch sein, dass man die Molke vergärt in Biogasanlagen, dass man sie als Dünger einsetzt, haben wir heute auch schon gehört, oder auch bioaktive Proteine dann nutzt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dann diese Molke genutzt werden kann. Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel zeigen aus einem Projekt, das wir für das Bundesamt für Umwelt machen. Das läuft noch, das Projekt. Erste Resultate wurden präsentiert. Zwar eine Erweiterung der Studie folgt dann im nächsten Frühjahr. Die nächste Folie zeigen. Da haben wir für verschiedene Nebenströme untersucht, welche Verwertungsmöglichkeiten sich eignen und wie viel Umweltbelastung diese einsparen würden.
Hier das Beispiel der Molke. Wie gesagt, es gibt verschiedene Verwertungs- oder Valorisierungsmöglichkeiten. Molke kann vergärt werden, verfüttert. Man kann Molkeprotein, Konzentrat herstellen, Pulver oder auch Molkenkäse. Und all diese Produkte, die aus einem Nebenstrom entstehen, ersetzen dann etwas. Also wenn man vergärt, produziert man Gas, man produziert Dünger. Wenn man die Molke füttert, kann Futtermittel ersetzt werden. Oder wenn man Molkepulver macht, kann man zum Beispiel Magermilchpulver ersetzen oder einen anderen Käse mit dem Molkenkäse. Das ist ganz wichtig, dass man da schaut, was auch dann ersetzt wird durch die Nutzung dieses Nebenstromes. Dann zur nächsten Folie. Genau, hier jetzt das Resultat für die Molke. Ich muss das ganz kurz erklären. Sie sehen unten auf der X-Achse die verschiedenen Valorisierungs- oder Verwertungsmöglichkeiten, Vergärung, Molkenkäse, Molkenkonzentrate, die Verfütterung, Molkenkonzentrat in niedriger Konzentration, Flüssigkonzentrat und Molkenpulver. Wenn man diese Nebenströme nutzt, dann gibt es einen gewissen Aufwand für diese Nutzung. Das ist der orange Balken. Sie sehen, der Aufwand für die Nutzung ist bei den meisten Verwertungs- oder Valorisierungsströmen klein. Einzig beim Molkenkäse sieht man da diesen orangen Teil, der macht relativ viel aus, weil hier noch weitere Rohstoffe eingesetzt werden müssen, um diesen Molkenkäse zu produzieren. In grün gegen unten sehen Sie die Einsparung, die erzielt werden kann, wenn man diesen Nebenstrom eben nutzen kann und dadurch andere Produkte ersetzen kann. Und der schwarze Balken zeigt dann die Nettoeinsparung. Und man sieht, mit der Vergärung kann ein bisschen Umweltbelastung eingespart werden. Mit dem Molkenkäse netto dann auch ein bisschen, aber nicht sehr viel, weil eben hier die Verwertung relativ aufwendig ist. Am meisten Umweltbelastung eingespart werden kann, ist mit Flüssigkonzentrat und Molkenpulver. Das ist immer auf das Kilogramm verwerteter Nebenstrom bezogen. Also pro Kilogramm Molke, die ich so verwerte, kann ich so viel Umweltbelastung einsparen. Und Sie sehen auch, es sind nicht alle möglichen Verwertungsvarianten aufgezeigt. Die Variante mit Wasserstoff, die wir heute zum Beispiel gehört haben, ist hier nicht drauf. Das ist einfach eine Auswahl an verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten. Jetzt haben wir hier quasi, wie viel pro Kilogramm Nebenstrom eingespart werden kann. Das heißt aber noch nichts über das Gesamtpotenzial, weil da kommt es auch darauf an, wie viele Nebenströme dann überhaupt anfallen. Kannst du sonst auf die nächste Folie noch gehen? Hier haben wir eine Ansicht von ganz verschiedenen Nebenströmen und auf der X-Achse ist dieses Einsparpotenzial pro Kilogramm Nebenstrom. Und Sie sehen hier in der rechten Grafik in der Detailansicht die hellblauen Punkte, das sind die verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten von Molke. Es gibt dann andere Nebenströme, die pro Kilogramm ein höheres Einsparpotenzial haben. Links zum Beispiel sehen Sie die 3 Punkte, die da am meisten rechts sind alles Verwertungsmöglichkeiten von Rindsinnereien, die theoretisch essbar sind, praktisch heute nicht, oft nicht verwertet werden. Und die haben pro Kilogramm ein sehr hohes Einsparpotenzial, weil halt Rindfleisch eine sehr hohe Umweltbelastung mit sich bringt. Auf der Y-Achse ist dann aufgetragen, wie viel insgesamt eingespart werden kann, wenn man die Menge Nebenstrom noch dazu nimmt. Und da sehen Sie wieder links in der Gesamtansicht, die Molke ist hier sehr hoch, weil halt einfach sehr viel Molke anfällt. Das ist eine schweizweite Betrachtung. Also auf nationaler Ebene fällt sehr viel Molke an. Das heißt, obwohl die Molke pro Kilogramm verglichen mit anderen Nebenströmen nicht ein so hohes Einsparpotenzial hat, hat sie aufgrund der hohen anfallenden Menge insgesamt doch eigentlich das höchste Potenzial der Nebenströme, die wir in dieser Studie angeschaut haben. Wenn du noch mal auf die nächste Folie gehst, hier ist einfach eine andere Darstellung eigentlich des gleichen Inhalts, die ich vorhin gezeigt habe. Sie haben unten die verschiedenen Nebenströme mit den verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten und man sieht, wie viel das insgesamt eingespart werden könnte, wenn man
die gesamten anfallenden Nebenströme so verwerten würde. Und auch wiederum hier die Molke hat das höchste Potenzial. Auch bei der Kleie gibt es noch Potenzial, bei der Melasse und dann rechts bei den Rindsinnereien. Auch hier gibt es ein gewisses Potenzial. Hier wird jetzt gezeigt, wie viel eingespart werden könnte, wenn die gesamten Nebenströme, anfallenden Nebenströme in dieser Variante verwertet werden würden. Nun ist es aber so, dass die meisten Nebenströme heute ja nicht einfach nur entsorgt werden, sondern auch heutzutage schon einer gewissen Verwertung zugefügt werden. Und in der nächsten Folie haben wir das noch versucht zu quantifizieren. Das ist das Einsparpotenzial verglichen mit der Ist-Situation. Da haben wir geschaut, wie werden die Nebenströme heute verwertet und was wäre der Gewinn, wenn man alle Nebenströme in verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten zuführen würde. Also das heißt, zum Beispiel bei der Molke, wenn man jetzt die gesamte anfallende Molke Flüssigkonzentrat erstellen würde oder Molkepulver, dann hätte man hier noch ein weiteres zusätzliches Reduktionspotenzial der Umweltbelastung. Wenn man aber die gesamte Molke vergären würde oder Molkenkäse herstellen würde, gäbe es eher eine Erhöhung der Umweltbelastung, weil das verglichen mit der heutigen Situation keine Verbesserung wäre. Und solche Analysen wären natürlich auf regionaler Ebene sehr, sehr spannend. Das ist jetzt auf gesamtschweizerischer Ebene, da ist es relativ schwierig, diese Zahlen zu bekommen, weil keine Datengrundlagen oder so eingeschränkte Datengrundlagen existieren über die anfallenden Nebenströme und deren Verwertungsarten heutzutage in der Schweiz. Aber wenn man eine regionale Stoffflussanalyse hat und das dann wirklich konkret anschauen kann für eine gewisse Region, dann kann man hier sehr genau aufzeigen, wo noch Potenziale bestehen, die Umweltbelastung weiter zu reduzieren mit der Verwertung von Nebenströmen in einer gewissen Art und Weise. Das muss dann auch nicht dieses Bild ergeben, weil regional fallen natürlich andere Nebenströme an, gibt es vielleicht schon andere heutige Verwertungsmöglichkeiten oder gibt es auch weitere Verwertungswege, die hier jetzt nicht berücksichtigt worden sind. Dies ist ein kurzer Einblick in die Studie. Ja, vielen Dank, Martina. Genau. Da kann ich gleich anschließen mit einem weiteren Beispiel. Und zwar geht es hier auch sehr konkret um die Nebenströme aus der Landwirtschaft. Und da können wir sehr klar aufzeigen und eben konkret aufzeigen, wie eine solche Analyse, wie es Martina gezeigt hat, nutzbar gemacht werden kann für ein Projekt im weiteren Sinn, das wir betreuen. Und zwar geht es hier um einen Ansatz im Kanton Fribourg. Wir haben ja heute schon mehrfach aus diesem Kanton gehört. Also ein weiteres Projekt hier zeigt, wie innovativ auch der Kanton ist. Das Projekt ist eingebettet in eine größeres europäisches Projekt, das nennt sich Circle Rural Regions, ist Teil der Pilotaktion Territoriale Agenda 2030, ist also eine EU-Geschichte und wir dürfen hier 10 verschiedene Modellregionen betreuen und davon eine ist eben eine sogenannte europäische Region, der Kanton Freiburg. Und Camille Weil ist auch da, sie ist die Verantwortliche des Projektes im Kanton Fribourg, sie ist Repräsentantin des Kantons. Und da rausgepickt eben dieses Beispiel Lactoplus. Da geht es um einen neuen Lebensmittelinhaltsstoff, der antioxidativ eben wirkt zur körperlichen Erholung. Entwickelt wird er aus Nebenprodukten wie Teerückständen und Weizenkeimöl, kombiniert mit Milchproteinen. Und das Projekt zeigt, oder dieser Ansatz zeigt einen klar zirkulären Ansatz. Bisher wenig genutzte Nebenströme, eben durch die Analyse gezeigt, aufgedeckte, nicht genutzte Nebenströme oder wenig, schaffen eben den Sprung in den Markt durch ein hochwertiges Produkt.
Da steckt natürlich viel Entwicklung dahinter, viel Aufwand, viel Trial and Error, aber trotzdem, man hat Markttests gemacht, man hat Rückmeldungen erhalten durch die Verbrauchenden und da hat man eben durch diese Abstimmung mit den tatsächlichen Bedürfnissen ein tolles Produkt entwickelt. Das heißt, Nebenströme in der Landwirtschaft können zu hochwertigen Produkten weiterentwickelt werden. Ein ähnliches Prinzip, nämlich vorhandene Ressourcen besser zu nutzen, zeigt unser letztes Beispiel. Das ist ein eigenes Forschungsprojekt, das wir begleitet haben bei Intec. Martina erläutert uns, worum es da geht. Wir verlassen für einmal die Landwirtschaft und gehen in Richtung Bauwesen, in Richtung Gebäude auf Stadtebene. Bitte, Martina, präsentiere uns das Dessert. Genau, ja. Ja, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Ich werde darum relativ schnell hier durchgehen, einfach damit man noch einen kurzen Einblick kriegt, dass da nicht nur landwirtschaftliche Nebenströme betrachtet werden kann, sondern es kann im Prinzip auf jegliche Nebenströme angewendet. Hier ein Beispiel der Wiederverwendung von Bauteilen. Da haben wir für die Stadt Baden, du kannst gleich auf die nächste Folie gehen, Christian, ein Modell entwickelt, das zeigt, wo welche Bauteile vorhanden sind und dann mit Annahmen zu möglichem Rückbau, Abrissen etc., welche Bauteile frei werden könnten. Und das verlinkt mit der Bauteilnachfrage. Und dann konnten wir einerseits zeigen, wie viele Bauteile überhaupt vorhanden sind, was das Potenzial für Reuse ist und aber auch wieder aufzeigen, was das Umweltpotenzial ist, wie viel Umweltbelastung hier eingespart werden kann, indem man Annahmen getroffen hat, wie viel der aktuellen Bautätigkeit mit Reuse-Bauteilen abgedeckt werden kann. Auf der nächsten Folie sieht man das Resultat. Insgesamt kann gut 3% der Umweltbelastung durch Neubau ersetzt werden. Das mag jetzt auf den ersten Blick nicht sehr viel erscheinen, ist aber vor allem darauf zurückzuführen, dass in der Stadt ein starker Zubau an Gebäuden oder Nutzflächen angenommen wird. Einerseits Bevölkerungswachstum, andererseits steigt der Raumbedarf und dann hat das Modell einfach gezeigt, dass da dieser Bedarf nur zu einem kleinen Teil durch Reuse-Bauteile abgedeckt werden kann, weil halt die gesamte bebaute Fläche zunimmt. Wenn man da natürlich andere regionale oder lokale Verhältnisse hat, weniger starken Zubau, kann sich dieses Potenzial sehr stark erhöhen. Kommt auch darauf an, was für Gebäude vorhanden sind. Aber hier kann man dann mit solchen Modellen auch in der Immobilienbranche aufzeigen, was das Potenzial ist, um lokale Kreisläufe zu schließen und wie viel Umweltbelastung mit diesen eingespart werden kann. Gut, dann glaube ich, schließen wir hier, damit noch ein bisschen Zeit für Fragen bleibt. Perfekt, vielen Dank euch, sehr spannend. Ja, gibt es Fragen? Eine ist im Chat gestellt und auch bereits beantwortet zu den Datenbanken. Gibt es noch weitere? Ja, bitte, Dominik Marosi. Ja, erstmal besten Dank für die sehr interessanten Vorträge. Mich würde noch interessieren, was ist denn der Zeitaufwand oder der Projektumfang bei diesen Potenzialanalysen und Nebenstromanalysen? Das geht ja schon sehr tief und da habe ich mich gefragt, was für eine Dimension hat das dann und wie schnell hat man dann dort erste Ergebnisse? Besten Dank. Ja, das kommt natürlich sehr darauf an, was für Daten schon vorhanden sind und auch wie tief man ins Detail gehen wird. Die Studie fürs BAFU, das ist eine relativ umfangreiche Studie, weil wir da sehr viele verschiedene Nebenströme und Verwertungswege anschauen, aber auch, weil die Datengrundlage zuerst erhoben werden musste. Also diese ganzen Stoffströme auf nationaler Ebene, da musste sehr viel recherchiert und zusammengestellt werden. Wenn man jetzt an die regionale Ebene denkt, wird das sicher ein sehr viel kleinerer Aufwand. Einerseits ist die Anzahl Stoffströme erfahrungsmäßig geringer, wenn man nur eine begrenzte Region anschaut. Andererseits sind da auch oftmals
bessere Daten schon vorhanden, beziehungsweise die sind einfacher zu erheben, weil man die konkret auch angehen kann. Also ich denke, das kann man ziemlich genau auch abstimmen auf die Bedürfnisse einer Region zum Beispiel und dann halt schauen, was drin liegt im vorhandenen Zeit und Budget. Vorteil ist, dass im Bereich Landwirtschaft haben wir die Daten jetzt schon ziemlich aufgearbeitet. Also da steht auch eine sehr gute Datengrundlage zur Verfügung, die man dann natürlich auch auf eine lokale oder regionale Ebene übertragen könnte. Besten Dank. Dario, bitte. Ja, guten Tag allerseits. Vielen Dank für diese Präsentation. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu den Potenzialen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat man hauptsächlich die Einsparungen von Umweltbelastungen untersucht. Und Ja. gab es da auch die Überlegung zum Thema wirtschaftliches Potenzial, also dass man bei der Molke dann geschaut hat, ja, aber lohnt sich das dann wirtschaftlich, diesen Nebenstrom zu verwenden, oder floss das noch nicht mit ein? Was gibt es dort für Ansätze? Quantifiziert haben wir das nicht. Also wirtschaftliche Aspekte konnten wir nicht quantitativ analysieren im Umfang dieser Studie. Wir haben das aber qualitativ bei den Unternehmen auch nachgefragt. Also wir haben die Daten zur Verwertung dieser Nebenströme, haben wir wo immer möglich Industriedaten verwendet von Industriepartnern, die da die Nebenströme entsprechend verwerten, und haben da nachgefragt, einerseits nach dem Marktpotenzial, weil wir können lange sagen, man muss Mirinds-Innereien in die menschliche Ernährung zuführen. Wenn das niemand isst, dann ist es einfach schwierig. Und andererseits auch nach der ökonomischen Machbarkeit. Aber das wird eine ziemlich grobe qualitative Abschätzung, werden wir in die Studie einschließen, aber es ist wirklich mehr so eine erste Annäherung. Vielen Dank für die Fragen und die Antworten. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Ausblick. Vielen Dank für an die Referierenden, das war sehr spannend. Ich bin überzeugt, ihr konntet da die teilweise Kompetenzlücken vielleicht zum Teil etwas füllen. Was steht jetzt im 2026 an der Schnittstelle Kreislaufwirtschaft, Regionalentwicklung? Gerne möchte ich euch 2 Veranstaltungen vorstellen. Merkt euch einerseits den 12. und 13. März in Delémont vor. Dort findet das Swiss Lab statt unter dem Titel Kreislaufwirtschaft auch im ländlichen Raum. Es wird mit dem Statusbericht KLW 2025 gestartet. Die Berner Fachhochschule und das Konjunkturforschungsinstitut zeigen da, wo Kreislaufwirtschaft besonders aktiv ist und warum das regional auch sehr unterschiedlich aussieht. Dann praxisnah, wir haben es schon ein bisschen, also wir haben es gehört von Christian, Circular Rural Regions, begleitet diese 10 Modellregionen. Auch das wird Thema sein. Für Bürgerinnen und Bürger gibt es das Projekt RE im Jura, das zu Reparaturen, Recycling und Secondhand motiviert. Im Bauwesen zeigt Swissrenov, wie Industriebrachen ressourcenschonend wiederbelebt werden. Abgerundet dann das Ganze mit Blick auf die neue Regionalpolitik und auch die RegioSwiss-Datenbank. Also es gibt viel zu entdecken und wir würden uns freuen, euch da begrüßen zu sehen oder begrüßen zu können. Und falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei RegioSwiss oder auch bei Christian Schmid. Er ist auch im Vorstand von REREP und organisiert das Ganze mit. Den Link ist im Chat und sonst mit den QR-Codes dürft ihr euch anmelden. Dann, wie geht es mit diesem Format weiter? Die Plattform Kreislaufwirtschaft und Regionalentwicklung. Ja, wir haben uns in diesem Jahr mit dem Thema Kompetenzen auseinandergesetzt und im 2026 wenden wir uns einem neuen Schwerpunkt zu, nämlich kreislauffähige Arealentwicklung. Und dieses Mal machen wir es ein bisschen anders als bisher. Statt eines Webinars treffen wir uns das erste Mal physisch. Es wird rund einen verkürzten Tag von 9 bis 16 Uhr geplant und dies auf dem Frank-Areal in Basel, einem Paradebeispiel für kreislauffähige Areale. Und ihr könnt an diesem Tag, einen Tag voller Praxisbeispiele, spannenden Inputs und auch eben Austausch freuen.
viel Raum für Diskussion und dieses Mal dann auch direkte Begegnungen. Entsprechend reserviert euch den Termin 11. Juni 2026 und falls ihr noch spannende Inputs oder auch Beispiele habt zum Thema kreislauffähige Areale, dann meldet euch. Wir freuen uns da auf jede Rückmeldung. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine Bitte. Wenn ihr euch noch kurz Zeit nehmen könnt für die Evaluation des Webinars, wären wir euch natürlich sehr dankbar. Über die QR-Codes könnt ihr das auf dem Mobiltelefon machen oder mit den Links in den Chats am Computer. Das hilft uns einfach, uns stetig zu verbessern. Ja, zum Schluss. Es ist immer toll, wie viele Menschen jeweils an den RegioSwiss-Plattformen teilnehmen. Das freut uns natürlich sehr. In diesem Sinne vielen Dank für eure Teilnahme und eine schöne Zeit bis im nächsten Jahr. Tschüss. Ciao. Arrivederci. Miteinander. Merci. Danke vielmals. Alle zusammen. Ciao. Ciao miteinander. Au revoir, merci.